Ou on n'est pas en direct, ou je ne sais pas, normalement, c'est bon. Voilà, c'est lancé, le stream va se lancer. Bon, merci je donne en avance, hein, merci de votre participation. Normalement, j'ai un monsieur Gallet bis qui devrait venir Oui, aussi. je pense. Voilà, il m'a dit qu'il devait normalement venir. Alors là, il est parti, c'est 13h du boutique, je ne sais pas où il est allé se cacher. Mais en tout Il cas, est allé manger. certainement, certainement. Donc voilà, on est bon, tout va bien. Donc je vous remercie pour votre intervention, bien évidemment, Ouais, très ce que je voulais rapidement. savoir, c'est comment on met en arrière-plan pour charger un PowerPoint. Partage de bureau, Alors peut-être, oui. voilà, vous avez partage de bureau, sinon présentation, vous pouvez télécharger donc sur la gauche, là, l'espèce de petit diaporama, présentation, vous téléchargez votre fichier Je vais le faire et tout de suite, ouais. voilà, vous pouvez le glisser et après le mettre en place. Voilà, donc le direct est lancé. Voilà, comme ça. Alors, je ne peux pas le faire pour l'instant. Visiblement, ça ne m'autorise pas à le lancer. Alors, c'est bizarre. Ou alors peut-être sur un partage d'écran, essayez de le faire. Non, sinon, vous avez non, transférer un fichier, ça ne le fait pas. Pourtant, Ça a l'air de bugger un peu, en fait. Ma connexion, effectivement, je suis en 4G, donc ah oui, ou sinon peut-être, si le format n'est pas trop lourd, vous pouvez peut-être me l'envoyer par mail et à ce moment-là, moi je la récupère et je la mets à votre place. Si j'essaie vous de avez le transférer le temps. fichier, mais visiblement, ça a l'air de planter sur le site, puisque je n'arrive pas à transférer le fichier, je ne vois plus rien en arrière-plan. Aïe, aïe, aïe. C'est un Je petit vais peu. fermer, il y a un délai en fait qui se met en place. Il peut y avoir effectivement un petit délai. Voilà, je recommence, ça revient, donc effectivement, je vais pouvoir mettre présentation, transférer un fichier. OK. Ouais, il y a un délai, c'est pour ça. Voilà, bon, bah, c'est bon. Comme ça, vous serez tranquille. Donc, Il n'y a que 4 diapos, ça devrait être rapidement envoyé, je pense. ça va se mettre en place. Voilà, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre demande. C'est vrai que votre premier retour de mail et tout ce que vous nous avez donné comme information liée à la criminologie, à la cancérologie, à votre travail avec l'université de Warwick, etc. Le panel était tellement large et intéressant que je me suis dit, il faut que M. Gallet trouve son créneau et fasse enfin, une intervention pour Djibouti, parce que je pense qu'il y aura un intérêt pour votre domaine. Alors, je sais que vous êtes dans un secteur très particulier, mais la biochimie et la biotechnologie sont quand même des domaines assez souvent demandés. Alors, par les étudiants, ils ne savent peut-être pas forcément où aller. Je ne suis pas non plus un spécialiste en la matière. Hein. Il faut que l'on soit honnête avec nous-mêmes. Mais c'est des choses voilà, sur lesquelles il faut que l'on arrive à communiquer et à informer nos étudiants pour qu'ils puissent voir tous les débouchés qui sont possibles, toutes les perspectives d'études, d'employabilité, puis même après d'études encore supérieures avec la recherche. Ça fait partie des choses qu'il faut pouvoir mettre en avant au niveau de nos étudiants. Voilà, en tout cas, dès que vous êtes prêts, voilà, ça vient petit à petit, oui, oui, tranquillement, on va y arriver. Tout à fait, ouais. Voilà, il faut savoir être patient. Sinon, déjà, vous pouvez peut-être, avant de commencer, peut-être vous Écoutez, présenter. ça a l'air d'avancer Oui, oui, tranquillement. ça sera une bonne chose. Je vois qu'on est à la moitié du chargement. Je pense que c'est arrêté. Il a fallu que je recharge le. Oui, donc je pense que je vais me présenter pendant que le fichier charge. Voilà. Donc, vous y aller. Je suis professeur en biochimie et en biologie et sur plusieurs axes, hein, plutôt la biochimie, l'immunologie et les biomatériaux dans un premier axe, et puis toute la partie physiologie végétale, biologie végétale et comportement des végétaux par rapport aux différents paramètres de l'environnement.
Donc, je travaille à l'université de Cergy-Pontoise. On vient de changer de nom, on s'appelle maintenant CY Cergy Paris Université. Et on fait partie du groupe CY Alliance qui réunit à la fois, donc à 40 km de Cergy, à l'ouest de Cergy, l'université de Cergy-Pontoise et puis des écoles d'ingénieurs telles que l'ESSEC, qui est relativement connue comme école d'ingénieurs au niveau de tout ce qui est management et marketing, et puis l'école de logiciel, l'École nationale supérieure de technique, l'ES, le Civil-Sport, les Beaux-Arts, l'école des Versailles, l'architecture, ça fait CY Alliance qui en fait également ce qui est à l'université de Cergy-Pontoise. Donc on a changé effectivement entre guillemets, de rien social, on a changé effectivement de statut d'université. Et vous allez sur le site, si vous cherchez sur Internet le site de l'Université de Cergy-Pontoise, vous allez, avec l'ouverture hier du nouveau site de l'établissement, basculer sur l'ouverture du site CY Cergy Paris Université, puisque c'est notre nouveau établissement. On regroupe à peu près 35 000 étudiants en incluant les grandes écoles, donc on est à peu près 35 000 étudiants. Typiquement, sur l'université, on est sur la partie purement universitaire à 20 000 étudiants et on a intégré une école d'ingénieurs qui est l'ESTI, avec un site à Pau, donc sur la ville de Pau, dans le sud-ouest de la France. Et on s'appelle maintenant effectivement une répartition un petit peu différente. On a une ventilation qui est faite 13 états du LMD, c'est-à-dire un niveau licence, un niveau master, un niveau doctorat. Et pour les parties sciences et techniques et éco-gestion, eh bien, nous faisons partie de ce qu'on appelle la CY Tech, qui est un rassemblement à la fois des masters, des doctorats et de la filière ingénieur sur notre site de Cergy-Pontoise. On a plusieurs sites sur Cergy-Pontoise. Nous avons une université qui est partagée sur plusieurs localisations géographiques. En gros, on regroupe tout le Val d'Oise et nous avons un pôle. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on vous entend. Non, d'accord, parce que j'ai eu l'impression qu'il y a une coupe. Et nous avons aussi des pôles sur Paris intra. Là, par contre, on propose avec des formations dans le domaine de la et je ne sais pas comment il y a bien. Là, il y a des petites coupures, oui, là, tout à fait, effectivement. On a des micro-coupures, donc on vous voit. Je pense que c'est revenu là. Voilà. Là, c'est bon. C'est bon. Donc voilà, donc je suis chargé de mission de la transition sociétale et environnementale et je porte pour la partie CY la partie d'un projet dans le appel à projet européen du H2020 Green Deal, puisqu'en fait, on s'intéresse finalement à tous ces enjeux des changements climatiques localement et on est partenaire du réseau Utopia. C'est un réseau qui concerne 6 universités européennes qui sont réunies en un cluster. Donc, nous avons la Pompeu Fabra à Barcelone, l'Université de Vrije à Bruxelles, l'Université de Göteborg, l'Université de Warwick et l'Université de Ljubljana en Slovénie. Et nous sommes tous ensemble dans le portage de ce projet qu'on va déposer le 26 janvier pour l'appel à projet européen du Green Deal, puisqu'on s'intéresse aussi beaucoup aux enjeux du changement climatique et aux enjeux de la nouvelle donne en termes d'agenda 2030 et comment on peut positionner les établissements d'enseignement supérieur français et européens dans cet agenda 2030. Donc voilà un petit peu pour la présentation générale de l'établissement, mon rôle dans l'établissement, et je suis surtout effectivement prof en biochimie et en biologie, et jusqu'au mois d'octobre, je dirigeais le laboratoire Hermès, qui veut dire équipe de recherche sur les relations matrice extracellulaire-cellule. Donc maintenant, je vais essayer de partager mon document qui a été téléchargé. Donc je vais cliquer sur la présentation. Alors je vois qu'il y en a 2 qui ont été chargés, donc je pense que c'est celui-là, voilà. L'un est à vous, l'autre. Cliquez dessus, je ne sais pas, j'espère que ça va s'ouvrir. Voilà, ça va être ça, oui. Donc je pense que ça va s'ouvrir. Voilà, donc ici vous avez le synoptique du laboratoire Hermès tel que je l'ai conçu pour la dernière évaluation HCRS. Il faut savoir qu'en France, régulièrement, en gros tous les 5 ans, les laboratoires sont évalués par rapport à une instance qui est l'HCRS, qui est justement depuis cette année, dirigée par l'ancien président de l'université Cergy-Pontoise, qui était Thierry Coulon, qui est un spécialiste mathématicien. Alors, et donc, je ne sais pas si vous voyez ma souris, si je prends ma souris sur l'écran, non, c'est peut-être pas évident. Donc, vous avez marqué un petit peu en haut les objectifs. Donc, Hermès est une unité qui est en sciences de la vie. On est effectivement très rattaché à tout ce qui est le domaine de la médecine et de la santé au sein de l'université de Cergy-Pontoise, mais maintenant c'est CY.
et on étudie les relations fines qui s'établissent entre la cellule et son micro-environnement. On a des approches très différentes qui vont de l'approche moléculaire, l'approche supramoléculaire, l'approche cellulaire, et on aborde cela avec des modèles mathématiques, des modèles physico-chimiques qui sont largement étudiés au laboratoire. Notre objectif, finalement, c'est de comprendre comment le système vivant, c'est-à-dire les cellules, qu'elles soient animales, végétales, qu'elles soient aussi des bactéries, comment elles interagissent avec leur environnement, et on va dire le micro-environnement, et comment ce micro-environnement peut modifier le comportement des cellules in situ. Alors, on a des finalités thérapeutiques, hein, donc tout ce qui va être infection bactérienne, tout ce qui va être, on va dire, le microbiote cutané, par exemple, pour l'industrie du parfum, de la cosmétologie. On fait partie du pôle de compétitivité cosmétique Vallée, qui est juste à côté de chez nous. On s'intéresse aussi à la cicatrisation et tous les effecteurs de la cicatrisation. Et puis, on a des domaines un peu plus technologiques sur la mise au point de nouveaux matériaux, de nouveaux biomatériaux, sur le diagnostic, bien sûr, donc, comme je viens de le dire, sur la cosmétique, dans l'environnement. Et une petite spécificité, puisque est adossée à CY Cergy Paris Université la Fondation du patrimoine. Nous avons une fondation au sein d'établissements qui nous permet d'asseoir des stratégies de sciences du patrimoine que je vais un petit peu expliquer par rapport à ce synoptique que vous avez au milieu. Et alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on va commencer par en haut. Il y a marqué, enfin, on va commencer par la droite, c'est plus simple. Il y a marqué Biosan. Nous sommes divisés en 3 équipes. Hein, donc, les 3 équipes sont mentionnées sur le rond qui est au milieu. Biosan, BCMI et Makeup. Biosan, c'est biomatériaux pour la santé. Donc, au laboratoire, ce sont essentiellement des collègues qui sont en physico-chimie et en chimie des matériaux. Et on va élaborer de nouveaux types de matériaux avec un objectif que ces matériaux puissent intégrer finalement la thématique générale de la santé, que ce soit des prothèses, de la fonctionnalisation de matériaux ou que ce soit des matériaux de type gel pour de la délivrance de molécules, faciliter la délivrance de principes actifs, de principes pharmaceutiques. Donc moi, j'interviens dans ce groupe Biosan aussi pour la fonctionnalisation des matériaux et dans le cadre d'une coopération avec l'université de Béjaïa en Algérie, via le soutien de la bourse Profas B Campus France, on vient de faire soutenir une thèse d'une étudiante qui a eu finalement sa thèse en co-tutelle, CY et Béjaïa, sur la fonctionnalisation des matériaux par des approches un petit peu originales d'électrochimie et comment déposer finalement des matériaux de type phosphate de calcium pour mimer la matrice osseuse sur un matériau de type, on va dire, métallique. Après, nous avons le groupe BCMI. Le groupe BCMI, ce sont des collègues qui sont plus des microbiologistes et ils vont s'intéresser à différents niveaux de l'étude de la partie de la bactérie dans son environnement. Donc, les bactéries, elles colonisent tous les milieux, hein, il y en a partout. Ça peut être sur le sol, ça peut être sur des matériaux, ça peut être effectivement dans les organismes du vivant. Et ils vont s'intéresser à comment ces bactéries colonisent leur milieu en faisant en fabriquant ce qu'on appelle un biofilm. Et ils vont établir des caractéristiques de comportement des bactéries à la surface de ce biofilm qui devient une espèce de recouvrement intermédiaire entre le matériau et la vie bactérienne au sens strict du terme. On s'intéresse à différents niveaux sur la composition de ce biofilm. D'un point de vue purement santé, on va plutôt dégager des thématiques sur le biofilm qu'on va trouver au niveau du tractus urinaire, autre niveau du tractus digestif, et le biofilm cutané, avec des applications qui sont plutôt en santé, sur par exemple l'effet de la canneberge sur effectivement la diminution de la contamination bactérienne dans le tractus urinaire. Ça peut être aussi comprendre mieux le microbiote intestinal pour trouver des différentes molécules d'origine majoritairement végétale et comprendre comment ces molécules végétales vont moduler le comportement des bactéries de votre tractus intestinal. Et puis, ça peut être aussi, au niveau de la peau, comprendre le microbiote cutané, la diversité. On parle beaucoup de biodiversité actuellement, mais il y a aussi une biodiversité microbienne et comment sur chaque individu, en fait, on élabore un biofilm cutané qui est relativement différent d'un individu à l'autre et qui explique pourquoi certains parfums, certains cosmétiques ont une évolution dans le temps qui diffère d'un individu à l'autre. Alors ça, effectivement, cette partie-là, c'est la partie qui intéresse le plus la partie cosmétique et c'est nous approche un peu de la cosmétique. Et puis, la partie qui est un petit peu originale pour un laboratoire de biologie, nous faisons partie au sein de notre établissement de l'Institut des matériaux et à ce titre, eh bien, nous développons, nous, des actions sur la compréhension de la colonisation microbienne des matériaux. Alors, on a comme exemple l'abbaye de Chalut dans l'Oise, l'abbaye de Royaumont aussi dans l'Oise, et puis les grottes ornées des Hésides Taillac. On va essayer de comprendre comment, finalement, des bactéries ou des filaments de champignons vont coloniser des surfaces qui sont effectivement des surfaces patrimoniales, hein, comme les grottes ornées des Hésides Taillac, et définir une stratégie pour limiter finalement ces contaminations,
parce que très souvent, ces contaminations sont l'objet de la mise en position du patrimoine dans des environnements qui sont différents. Alors, on a aussi travaillé sur les statues en marbre du château de Versailles et montré qu'effectivement, ces statues en marbre du château de Versailles peuvent être dégradées par des bactéries et des biofilms bactériens qui nuisent un petit peu à leur devenir. Bien entendu, à côté de ça, on a des stratégies anti-biofilms qu'on appelle du biofouling. Et ces stratégies anti-biofilms, on a pu les développer, par exemple, à travers une usine de traitement des eaux sur des filtres de nanofiltration avec Veolia, pour mettre en place des stratégies qui permettent d'éliminer la formation du biofilm dans les filtres de nanofiltration, tout en maintenant l'activité de l'usine de traitement de l'eau. Nous, c'est l'eau de l'Oise qui est traitée, et en maintenant cette activité de traitement de l'eau active, c'est-à-dire sans arrêter finalement globalement toute la machinerie de production d'eau. Et puis, nous avons le groupe Make-up. Alors moi, je suis rattaché, bien sûr, au groupe Make-up par mes sensibilités, on va dire, des biochimistes, biologistes cellulaires, mais j'interviens aussi dans le groupe de Biosan pour tout ce qui est fonctionnalisation des matériaux. Et au sein du groupe Make-up, nous allons avoir plusieurs axes qui, finalement, sont complémentaires des deux autres. On va comprendre, finalement, les interactions entre les bactéries et les pathogènes. On va s'intéresser, si vous voulez, dans la partie gauche du camembert, vous avez interaction hôte-pathogène. C'est finalement la coordination de nos trois actions au niveau de nos trois thématiques entre les matériaux, le comportement des biofilms aux interfaces et le comportement des cellules physiologiques. Par exemple, on peut étudier en culture comment des cellules ostéoprogénitrices peuvent se développer en présence des staphylocoques dorés et comment on peut limiter finalement l'impact du staphylocoque doré sur des matériaux sur lesquels on va apporter des traitements chimiques de surface ou l'adjonction de différentes molécules pharmaceutiques. On a comme modèle au sein du groupe Make-up le vieillissement et le cancer, parce que vieillissement et cancer sont effectivement liés à des modifications de l'environnement, du micro-environnement cellulaire, et vont impacter aussi le devenir de la cellule. Au niveau du cancer, on a un modèle qui est le cancer de l'ovaire, car c'est un cancer en fait à pronostic tardif, en général, malheureusement. On cherche, nous, à mettre en évidence des marqueurs, un peu plus biomarqueurs, un petit peu plus différenciants, qui permettent de plus facilement détecter la présence de ce type de cancer, qui présente un intérêt, on va dire, d'un point de vue modèle expérimental, c'est que c'est un cancer qui va l'avoir se former en phase liquide et en phase solide, et on va s'intéresser en fait à comment les cellules, quand elles sont en phase liquide dans le péritoine, peuvent adhérer sur le péritoine, justement, et contaminer les autres organes. Et on s'intéresse aussi à la dynamique et à la biotechnologie de matrices extracellulaires artificielles à travers des contrats qu'on a avec l'ANR, des projets d'ANR. On en a un qui est en train de se terminer là, qui s'appelle BioGlu, où on va finalement reproduire des stratégies qu'utilisent les cellules pour fabriquer des matrices extracellulaires, mais nous, à vocation biotechnologique. Et typiquement, dans BioGlu, dans ce projet ANR, on va finalement utiliser des caractéristiques de soie d'araignée et les caractéristiques d'un petit coquillage qu'on retrouve classiquement sur les moules et les huîtres, qui s'appelle la balane. Le coquillage, lui, est capable de sécréter une colle, une espèce de ciment qui lui permet d'adhérer aux rochers, d'adhérer aux crustacés, même si les conditions de l'eau de mer sont effectivement riches en sel ou si vous avez un brassage mécanique lié à la turbidité de l'eau de mer, et bien en fait, ces balanes vont rester accrochées. Et puis de l'autre côté, vous avez la soie d'araignée qui présente des caractéristiques bien connues sur les résistances mécaniques de la soie qui est tissée. Et on va créer effectivement une protéine chimérique qui va intégrer à la fois les caractéristiques de la soie d'araignée et les caractéristiques des protéines du ciment des balanes pour créer un nouveau matériau, une espèce de colle qui sera utilisée à la fois pour la cicatrisation, pour simuler la cicatrisation, pour la réparation tissulaire. Et l'objectif, finalement, c'est à partir de bactéries dans lesquelles, en fait, on a fait une transformation, c'est-à-dire qu'on a inséré un plasmide qui va coder à la fois, qui va intégrer les gènes à la fois d'araignée, de soie d'araignée, et à la fois de la colle de balane, de façon à nous obtenir une protéine un petit peu différente. Alors, c'est effectivement une protéine recombinante, si je puis dire, c'est un matériau un peu particulier, mais qui nous permet d'aborder effectivement d'autres façons de concevoir les approches biotechnologiques du vivant à partir d'exemples qu'on peut puiser directement dans notre environnement, dans la nature. Ça, c'est ce qu'on fait au niveau du laboratoire Hermès. Et on a aussi cette capacité à développer des techniques de biomarqueurs qui fait que depuis 3 ans, on travaille de façon conjointe, on co-encadre une thèse ensemble avec l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, puisqu'en fait, on va chercher à établir ce qu'on appelle, on en parlera un petit peu après à travers un DU criminalistique, on va chercher à identifier sur une scène de crime la présence de cellules humaines, que finalement, ces cellules humaines, nécessairement, elles contiennent du matériel génétique qui peut permettre de dégager un profil génétique et éventuellement d'interpeller, de faire corréler à un suspect par rapport à une scène de crime. Donc voilà un petit peu toutes les thématiques qu'on aborde au niveau du laboratoire. Et je vais passer, si vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter.
Alors maintenant, pour faire déplacer, je pense que voilà la diapositive 2. Alors maintenant, moi j'interviens aussi en tant que responsable des masters de la mention de biologie santé. Donc au niveau rattaché au pôle du département de biologie, nous avons 2 masters dans la mention biologie santé. Le premier, c'est le master bio C2M, biologie cellulaire et moléculaire du micro-environnement. Et le deuxième, c'est un master qui est un petit peu particulier parce qu'il est corrélé à ce qu'on appelle un cursus d'ingénierie, qui s'appelle le cursus master d'ingénierie biotechnologie avec une spécialité biomatériaux pour la santé. Et nous avons depuis cette année ouvert une formation en ingénierie sur ces biomatériaux pour la santé. À côté de ça, il y a 2 autres masters qui intéressent très souvent nos étudiants de L3 quand ils basculent dans les formations de master. Historiquement, le master MEF, qui est en fait l'ancienne prépa CAPES, pour la biologie et la géologie, donc qui est tenu au département de biologie. Et nous intervenons, en l'occurrence moi, j'interviens en écotoxicologie, dans les 3 masters environnement qui sont portés par le département de géologie. Donc il y en a un qui est éco-conception, il y en a un qui est gestion des déchets, et il y en a un qui est RSE communication. Voilà, donc ça, c'est les masters en fait sur lesquels se rattachent en général les étudiants qui viennent de biologie. Pour nous, la majorité de nos étudiants, malheureusement, ils ne peuvent pas suivre effectivement dans nos masters de biologie santé. Typiquement, on a un exemple, nous avons actuellement 180 étudiants en L3 et nous avons 40 places ouvertes dans le M1 de ces 2 masters. L'an prochain, on ouvrira 60 places, donc un peu plus, sachant que quand on rentre en M1, effectivement, on bascule sur le M2, donc on a 60 places en M1 et 60 places en M2, ce qui fait un total de 120. C'est vrai que pour nos étudiants, d'autant plus que nous prenons beaucoup d'étudiants de l'extérieur, nous ne prenons pas majoritairement nos étudiants du L3, nous avons une majorité d'étudiants qui viennent d'autres établissements, voire de l'étranger. Il n'y a aucune difficulté d'intégrer nos masters et effectivement, nous souhaitons avoir un brassage culturel au sein de nos masters parce que c'est important que les étudiants aient des approches différentes et vu dans leur cursus de L3 des choses différentes qui leur permettent de s'intégrer plus facilement et de créer une cohésion au sein d'un groupe de masters. Alors, je vais vous présenter le premier master, donc le master du cursus CMI biotechnologie qui est biomatériaux pour la santé. Donc, l'objectif, c'est de former des cadres de demain qui sont experts en recherche et développement, dans l'innovation en sciences des biomatériaux pour la santé, la conception et l'application. Et là, typiquement, vous avez sur la photo un ancien étudiant de notre formation qui a fait en plus un doctorat après et qui a été recruté il n'y a pas très longtemps à Brive, dans le groupe Cival, qui est une grande entreprise en France qui produit des principes actifs végétaux. Et lui travaille typiquement à travers ce master, et c'est vous dire pourquoi est-ce qu'à partir de ce master, il a pu intégrer une entreprise du secteur du végétal. Eh bien, en fait, il va chercher à faire des pots artificiels pour essayer de comprendre comment les principes actifs végétaux peuvent finalement pénétrer à travers la barrière de l'épiderme et du derme. Finalement, comme on a le droit avec la loi REACH de travailler sur des animaux, eh bien, beaucoup d'entreprises cherchent à avoir des modèles qui miment le comportement de la peau de façon à étudier rapidement, in vitro en laboratoire, si différents principes actifs peuvent être utilisés, en l'occurrence ici des principes actifs d'origine végétale. C'est un master qui forme des cadres à l'interface de la biologie, de l'ingénierie et de la santé. Une grande partie d'entre eux vont intégrer finalement le domaine de la fabrication des biomatériaux, des prothèses et de toutes les stratégies effectivement on va dire, de l'homme réparé, l'homme de demain. Et c'est donc nécessairement une approche pluridisciplinaire, ce qui nécessite pour les étudiants d'avoir des bonnes compétences à la fois, on va dire, en chimie, en biologie et en physique, puisqu'en fait, on va aborder ces 3 thématiques principales pour générer de nouveaux matériaux d'application biomédicale. Le deuxième master, master biologie cellulaire et moléculaire du micro-environnement, peut-être un peu plus classique dans sa forme par rapport au master, mais assez innovant en termes de présentation de master, parce que l'objectif est de former par la recherche des étudiants de niveau Bac+5 sur les thématiques de biologie cellulaire et moléculaire. Ça peut permettre à nos étudiants de développer une approche scientifique qui sera spécialisée dans différents domaines de la recherche et de l'industrie. C'est un master qui paraît au départ assez généraliste, mais qui va être très particulier d'un point de vue de la formation, parce qu'il met déjà en place depuis 5 ans le modèle de formation que notre établissement nous demande maintenant de mettre en place dans toutes les autres formations. C'est-à-dire qu'on a intégré tout de suite dans ce master une dimension sociétale à travers différentes unités d'enseignement. Alors, je vous donne les finalités de ce master, déjà, puis après, on parlera des originalités. Alors, les métiers, typiquement, il y a des métiers qui sont associés à ce master. La majorité de nos étudiants qui ont suivi le master Bio C2M vont effectivement continuer en doctorat. Alors, quelques-uns, rarement chez nous, puisqu'en fait, sur une promotion de 20 étudiants de master 2, on n'en a que 1 ou 2 qui continuent chez nous, mais la grande majorité, on va dire en gros une dizaine, continuent en doctorat dans différents établissements.
Et puis une partie, en fait, va s'insérer directement dans les débouchés professionnels et dans l'insertion professionnelle à travers des fonctions d'ingénieur d'études. On a pas mal d'ingénieurs qui sont basculés, enfin d'étudiants qui ont basculé dans l'ingénierie technique ou commerciale, 2, 3 qui sont responsables de projet, quelques-uns qui sont chargés de mission en veille scientifique dans des grands groupes industriels, hein, comme chez L'Oréal et Veolia. Et bien sûr, la formation permet l'inscription au concours de la fonction publique pour les catégories 1. Hein. Et nous, on a une spécificité, c'est que ce master délivre en plus pour les étudiants qui proviennent des sciences criminelles, de la police scientifique et de la gendarmerie scientifique. Ça leur permet d'accéder finalement à la validation en tant qu'expert de la Cour d'appel de Versailles sur tout ce qui est domaine sciences criminelles et comportement cellulaire. Puisqu'on a intégré dans ce master une dimension finalement via nos coopérations avec l'IRCGN, nos coopérations scientifiques et de recherche. Ils interviennent dans cette formation pour présenter finalement ce que c'est que la gendarmerie scientifique. Alors, l'originalité de ce master, c'est peut-être son parcours qui est un petit peu différenciant des autres masters, puisque nous avons une UE entière pour le semestre 1 du M2, une UE entière qui est consacrée à ce qu'on appelle l'engagement citoyen. C'est-à-dire que nous souhaitons que nos étudiants de master, et c'est souvent un petit peu bizarre pour eux parce qu'ils sont dans les domaines de la science, eh bien, ils s'engagent dans une association et ils essaient de montrer en fait ce qu'on appelle les soft skills, d'identifier leurs propres soft skills à travers leur implication dans une association. En fait, en quoi ils peuvent apporter quelque chose à une association par rapport à ce qu'ils maîtrisent. Ça peut être en informatique, ça peut être en gestion de projet, et on a effectivement différents étudiants qui ont intégré des associations extrêmement variées. Hein. Ça peut être le Resto du Cœur pour nous en France. Nous avons des étudiants algériens qui sont repartis en Algérie pour faire effectivement des maraudes sociales dans leur ville. Vous voyez, en fait, nous avons une vision un petit peu différente, c'est qu'un master résolument très ancré en sciences et en biologie peut aussi être l'objet d'une formation sur des enjeux sociétaux, environnementaux et citoyens. Donc ça, c'est une des 5 UE. Il y a 5 UE en M2 et c'est une UE entière. Et puis, bien entendu, on travaille autour d'une approche par projet, hein, l'approche de projet tutoré. Ça, c'est une approche qui est classique. Et je pense que dans toutes les formations de type Bac+5, tout le monde aborde partout dans le monde cette approche par projet et de faire travailler les étudiants par rapport à des problématiques. Et nous avons différents types de projets tutorés. Le dernier sujet qu'on avait proposé, qui n'a rien à voir avec effectivement la biologie cellulaire et moléculaire, les étudiants ont présenté un projet pour finalement répondre à une problématique, c'est quand vous avez un toit qui est végétalisé, comment apporter l'eau à ces toits végétalisés et comment générer effectivement et être capable de stocker de l'eau sur un toit végétalisé ou un mur végétalisé avec finalement une approche qui est une approche de biologie moléculaire, biologie cellulaire, c'est-à-dire générer une espèce de matrice qui va entourer les racines du végétal, une matrice un petit peu innovante qui est capable de retenir de l'eau et de l'eau qui provient tout simplement de l'eau de pluie. Voilà un petit peu les formations qu'on a et on participe aussi à travers nos formations à un DU, le DU criminalistique, hein, qui est porté avec ma collègue Joanne Leroy-Dudal et nos collègues de la gendarmerie, du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Et dans ce DU criminalistique, nous, on intervient sur tout ce qui va être étape préanalytique pour l'obtention de profils génétiques, avec la mise en évidence et le prélèvement et l'analyse de traces biologiques. La majorité des gens qui suivent ce DU sont soit des gens qui proviennent d'assurance, soit des avocats, soit effectivement des gens qui sont déjà en police scientifique ou en gendarmerie, qui sont sur d'autres secteurs, qui sont des techniciens, on va dire, de terrain, et qui veulent en connaître un peu plus sur les caractéristiques de la biologie criminelle, de façon à, lorsqu'ils sont sur une scène de crime, à éviter de faire des erreurs et à faire les prélèvements de la meilleure façon possible pour qu'ensuite, au niveau des laboratoires de recherche, ce soit un petit peu plus facile à générer des profils génétiques. Et alors, à ce sujet, effectivement, j'étais le coordinateur d'un projet qu'on a porté au H2020 l'an dernier, qui s'appelait Foreign Board Laboratories, avec une dizaine de partenaires européens, donc la police scientifique allemande, hollandaise, portugaise et grecque. Et on a pas mal d'industriels qui étaient avec nous pour porter ce projet. On est arrivé premier sur liste complémentaire. On ne l'a pas redéposé cette année, puisqu'on l'a redéposé sur forme d'un projet de recherche avec nos partenaires de l'Université de Lausanne, un ANR RCI, ça s'appelle, de façon effectivement à continuer à développer cette activité de, finalement, est-ce qu'on est en mesure de rechercher dans l'environnement une cellule humaine et à partir de cette cellule humaine, d'en sortir le matériel génétique pour en faire finalement un profil génétique. Et là, on a une étudiante en thèse qui travaille sur ce sujet, qu'on co-encadre avec le PJGN, et on a des choses assez nouvelles, c'est-à-dire que finalement, on a été un petit peu contre des idées préreçues. Il faut savoir, par exemple, qu'une cellule humaine
isolé, un kératinocyte, hein, qu'on peut mettre dans une boîte de culture et qu'on a mis, nous, sur le balcon du laboratoire, eh bien, on peut avoir une traçabilité de la cellule jusqu'à 6 semaines, 8 semaines, alors qu'il a fait très chaud cet été. On avait la contamination de la boîte de pétri par des insectes et tout. Eh bien, nous avons encore la présence de cellules humaines, certes mortes, mais nous pouvons établir des profils génétiques à partir de ces cellules humaines et dans le laboratoire, dans des zones plus protégées par rapport à l'agression des paramètres de l'environnement. Eh bien, on s'est rendu compte qu'après 2 mois, on peut encore identifier des cellules humaines et en tirer un profil génétique. Donc, c'est des choses un petit peu différentes et c'est ce qui motive finalement en quoi des gens qui sont plus dans la biochimie cellulaire ou la biochimie vont être intéressés finalement aussi par cette application qui, l'outil biologique peut être utilisé pour des approches de criminalistique, des approches du patrimoine et des approches extrêmement différentes. Voilà un petit peu une synthèse en fait de ce qu'on fait au laboratoire et les 2 masters qui sont adossés au laboratoire et le biocriminalistique qui est adossé au laboratoire parce que nos masters, comme dans tous les pays du monde, toutes les formations de Bac plus 5 sont adossées à des laboratoires de recherche. Et puis, il y a la spécificité du master prépa CAPES, du master MEF, qui, lui, est moins adossé au laboratoire, mais nous avons souvent des étudiants qui, dans le cadre de leur préparation finalement au concours du CAPES pour être professeur dans le secondaire, nous contactent finalement pour continuer à faire des projets de recherche un petit peu parallèles au laboratoire, ce qu'on appelle des projets de type TIPE, par exemple, pour les classes prépa. Et on a un petit peu la même chose avec nos étudiants de classe prépa. Voilà un petit peu un bilan de ce qu'on fait sur la partie biologie dans l'université de Cergy-Pontoise. Et on a aussi un département de génie biologie avec un IUT au sein de l'IUT pour former des DUT en génie biologie. Voilà. Très bien. Merci de votre très grand exposé. Voilà. Je reste toujours ébahi de la complexité de ce type de formation. On a quand même eu beaucoup d'informations. Bon, moi, c'est vrai que cette dernière vignette-là, tout ce qui est biologie forensique, font partie peut-être des choses qui, pour moi, me plairait un petit peu plus, parce qu'effectivement, alors est-ce que c'est dû aux séries télévisées que l'on peut regarder, etc. Mais je pense que ça doit vous apporter quelques... Si, tout à fait. On a aussi cet engouement des étudiants. On a une forte demande des étudiants là-dessus en biologie. Je ne sais pas, on a aussi eu le cas en Allemagne. Ils nous ont dit que c'était la même chose. La Bundeskriminal nous a dit que c'était pareil. Là, pour la BKA nous a dit que c'était pareil. Ils ont eu suite aux séries télé. Il y a une forte demande des étudiants vers tout ce qui est police scientifique et gendarmerie scientifique et tout ce qui va être sciences criminelles. Il y a un engouement certain. Et puis de l'autre côté, effectivement, il y a de plus en plus d'organismes scientifiques au niveau des LEA, des organismes gouvernementaux, qui motivent les étudiants à y aller parce qu'il y a des nouvelles approches, il y a des nouveaux enjeux. Et typiquement à l'échelle de l'Europe, quand on a porté le projet, l'idée était d'uniformiser finalement les pratiques européennes sur l'analyse génétique et de proposer un laboratoire mobile intégré qui puisse se déplacer sur n'importe quel site de catastrophe de façon à éviter les délais et surtout quelque chose qui était toujours un petit peu long et compliqué, c'est que systématiquement les échantillons remontent à un laboratoire central et nous ce qu'on propose c'est effectivement d'avoir un laboratoire véhicule transporté sur site où toutes les opérations sont faites sur site et conformément à un cahier des charges qu'on partage en toute l'Europe. Parce que c'était un projet européen. Et donc ça a plu effectivement à la notion de, on a une vision commune et européenne de faire le prélèvement du matériel biologique. Après, chaque laboratoire a sa spécificité en termes de profil génétique par le PCR. Chaque laboratoire fera ce qu'il veut, mais au moins que les procédures soient uniformisées. Que quand on fasse un prélèvement sur site, tout le monde le fait de la même façon avec le même protocole. C'est un petit peu ça qu'on revendiquait. Voilà. D'accord, très bien. Une question d'un jeune étudiant. Les masters ou les doctorants accueillent-ils des étudiants djiboutiens? Est-ce que vous proposez des accompagnements de thèse? Alors, pour les thèses, effectivement, les thèses, en fait, notre école doctorale ne prendra des étudiants en thèse dans les sciences, en sciences et en ingénierie uniquement, effectivement, quand on est financé. Donc, le principe à CY, c'est que une thèse doit être financée. On ne prend pas d'étudiants qui n'ont pas de financement. De toute façon, ce n'est pas vraiment autorisé. Il n'y a encore que dans les sciences humaines que ça se fait un peu en droit, parce qu'en fait, c'est en parallèle par rapport à ils peuvent avoir un métier éventuellement. Mais en sciences expérimentales et en sciences et ingénierie, le doctorant est financé. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va prendre un doctorant, on est sûr d'avoir le financement. Alors, comment est-ce qu'on a le financement? On l'a soit par des projets européens, et on met dans le projet européen qu'on va prendre un doctorant, soit là, comme on vient de le faire, moi je viens de déposer 4 projets à l'ANR,
Et dans les 4 projets, en fait, on a demandé, dans 2 des 4 projets, un doctorant, et il est financé à hauteur de 35 000 € par an. Ça fait un salaire correct. En fait, l'école doctorale sciences et ingénierie de CY interdit d'avoir des doctorants qui n'ont pas un financement qui soit assimilable à peu près 1 000 € par mois en France. Lycée, hein, sur les 3 ans de thèse. Pourquoi? Parce que il faut bien voir que la vie en France est relativement chère. La vie à Cergy, même si on est à 40 km de Paris, on est sur les mêmes coûts en termes de loyer, en termes de, donc c'est effectivement assez onéreux. On est sur des coûts assez onéreux de logement. Il y a des aides au logement, bien sûr. Il y a le Crous qui aide. On a aussi, nous, une cellule Euraccess Paris Nord qui accompagne beaucoup les étudiants étrangers. Donc ça, c'est très intéressant. Et les postdocs. Donc là, typiquement, moi, je viens de recruter un étudiant indien dans le cadre d'une thèse qui est financée par l'Institut d'études avancées de l'Université de Cergy-Pontoise et qui est en co-tutelle avec Warwick, qui est complètement différente parce que là, on s'intéresse finalement à comment les cellules, en fait, à la surface de la cellule, comment elles transportent leur système d'ancrage cellulaire. Et donc, cet étudiant indien, effectivement, il a un financement de thèse et il est aidé par la cellule Euraccess Paris Nord pour trouver son logement, pour s'intégrer. Donc, voilà, il y a un accompagnement qui se fait à ce niveau-là. Donc, la première étape, c'est de trouver le financement. Alors, on a aussi les bourses Campus France, hein, la Profas B Campus France, qui est partagée, et là, on est en co-tutelle, c'était le cas avec l'étudiante Soria, qui était étudiante en co-tutelle avec Béjaïa, qui a soutenu sa thèse au mois de septembre, là. Et effectivement, là, c'est un petit peu différent, parce que le temps de travail est partagé entre l'université de départ et l'université de co-tutelle. Donc, elle a fait une partie de son travail à Béjaïa, une partie en France. Et pour le coup, en fait, la bourse Campus France finance totalement, et c'est pour ça qu'on l'a accepté, la partie finalement qui va être liée en France, c'est-à-dire les frais inhérents pour le doctorant qui va s'établir en France. C'est-à-dire que quand un laboratoire prend, j'étais dans un laboratoire, hein, quand on engage un doctorant au sein d'un laboratoire, le directeur du laboratoire se sent responsable finalement de l'accompagnement total du doctorant, que ce soit aussi dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle, si vous voulez. Donc, typiquement, ce qui était le cas avec Sahil, qui est notre doctorant indien, on a aussi préparé tout ce qui est voyage, visa, on a vu avec lui tout ce qui était les visas, les voyages. La pandémie avec le Covid nous perturbe beaucoup. Hein. La soutenance de thèse de Soria, de Dr Béjaïa, elle s'est faite en France. Donc, il y a toute une partie administrative à gérer derrière, parce qu'à chaque fois, chaque doctorant est un être unique, est un individu unique, et il faut l'environner et l'aider à réaliser son projet. Très bien. Très bien. Quelques questions peut-être plus par rapport au master et comment se passe le recrutement au niveau de vos étudiants, voilà, les critères. qui voudraient venir dans votre laboratoire, c'est-à-dire, je ne sais pas est-ce qu'ils ont la possibilité de passer normalement par la plateforme Études en France ou est-ce que c'est sur une candidature, voilà, donc ils peuvent directement. Donc, quels seraient plutôt les prérequis? Est-ce que vous conseillez à un étudiant de Djibouti de finir sa licence et puis d'intégrer le master, ou est-ce qu'il peut éventuellement, avec sa licence, éventuellement peut-être redemander de venir chez vous en licence 3 pour reprendre quand même quelques acquis, prérequis qui pourraient lui manquer, de la méthodologie? Alors, c'est effectivement ce que beaucoup font généralement, c'est venir en L3 pour ensuite basculer en master, mais en tout cas dans le master Bio C2M, on s'est rendu compte, hein, dans la diversité de nos étudiants, que finalement, celui ou celle qui va arriver directement en M1 réussit tout aussi bien que celui qui aura tenté d'arriver en L3. Pourquoi? Parce qu'on voit bien la différence avec le système LMD, que le L est une fin en soi, et qu'il faut mieux, je pense, maintenant faire son L dans son établissement d'origine, finaliser son L, parce qu'on additionne finalement, on capitalise ce qu'on a fait en L1, en L2, et à la fin, le L3, c'est la période où on va capitaliser l'ensemble et on va s'en sortir bien. Honnêtement, je pense qu'en stratégie d'étudiant, je préférerais rester dans mon L et terminer avec un 14 de moyenne, que de basculer en L3 dans un nouvel établissement, donc une nouvelle vie. Il faut s'organiser, hein, c'est un changement, et là, nécessairement, la moyenne chute. Pourquoi? Parce que c'est aussi un changement de la vie personnelle, hein. Donc, l'étudiant ou l'étudiante, bien, en changeant éventuellement de pays, en changeant de vie personnelle, il n'est pas dans les mêmes conditions de la réussite. Si c'est quelqu'un qui a déjà une dynamique de réussite, cette dynamique de réussite, il faut qu'il la capitalise au niveau de son L3. Une fois qu'il a pris son L3, effectivement, il va passer par la plateforme Études en France pour pouvoir rentrer dans le M1. Je pense que c'est mieux parce qu'il y a une continuité
entre le L1, L2 et L3. Donc c'est pour ça que ce serait mieux. Donc via effectivement études en France, il peut intégrer le M1 et ensuite nous, en fait, nos étudiants, vous savez que le cursus M1, M2 est lié et on n'a pratiquement aucun étudiant qui redouble entre le M1 et le M2, sauf problématiques liées à la santé, etc., à des accidents de parcours qui ne sont pas liés effectivement à. Le M1, M2 est un tout en soi. Côté sélectivité, côté prérequis, critères particuliers, qu'est-ce que vous pourriez conseiller comme… Alors, moi, je dis toujours à mes étudiants, parce que j'interviens du L1 jusqu'au doctorat, je fais L1, L2, L3, M1, M2 et doctorat, parce que je fais des cours de stats en doctorant pour tous les doctorants. Le critère, c'est d'abord avoir un bon cursus. Mais finalement, avoir un bon cursus, c'est bien. Tout le monde peut avoir potentiellement 12 ou 14 de moyenne, pourquoi pas. Ça, c'est la base. Mais il faut aussi avoir un CV à côté avec une dynamique. C'est-à-dire, je dis à un étudiant, si tu n'as pas 17 de moyenne, il faut que tu nous montres en quoi, dans ta vie de tous les jours, tu as des choses à côté. Pourquoi? Parce qu'on forme les cadres. On forme des cadres de demain, les cadres d'aujourd'hui, les cadres de demain. Et dans la vie de tous les jours, il n'y a pas que le travail. C'est-à-dire qu'il y a l'engagement. Et l'engagement, des fois, est tout aussi valorisant. C'est-à-dire qu'on préférera typiquement avoir un étudiant qui a 11-12 de moyenne, mais qui à côté est très engagé dans le milieu associatif, il est éventuellement conseiller municipal, il participe à des tas d'actions, parce qu'on sait qu'il n'a pas tout le temps, il travaille pour se nourrir, etc. Et on se dit, il n'a pas tout le temps, effectivement, pour se consacrer à ses études. Alors qu'un étudiant qui aurait, ce que je dirais, un CV à 12-13, mais à côté, finalement, un CV associatif et social qui serait plat, nous prouve que, est-ce que le 100% du temps qu'il a, il le consacre à son travail et qu'il n'a que 12-13, et donc là, ça inquiète. Et les gens, en fait, qui sont un petit peu plus actifs, proactifs et qui vont vers les autres, on se dit, 100% de leur temps de travail n'est pas consacré que à l'université. Ils sont aussi engagés sur d'autres actions. Et on se dit que s'ils n'ont pas ces autres actions, ils ont un potentiel de développement qui est très intéressant. D'autant plus que nous, dans ce master-là, on a une UE engagement citoyen, et c'est important qu'effectivement, nos étudiants aient conscience que comment est-ce qu'on va gérer le travail? Il faut être performant partout. Donc, en fait, on recherche des étudiants qui sont dynamiques, surtout ça, qui ont envie de réussir, qui ont éventuellement un projet de formation, un projet professionnel. Moi, souvent, dès le L2, je donne dans les yeux libres comme question d'examen, expliquez-moi votre projet de formation et votre projet professionnel. C'est comme ça qu'on peut arriver un petit peu à définir la dynamique. On ne vivra pas que de spécialistes de la biologie cellulaire. C'est pas leur métier d'avenir, ce ne sera pas ça. Ils auront d'autres problématiques liées à l'encadrement, liées à la gestion du personnel, les relations humaines, etc. Très bien, très bien. Donc, un étudiant de Djibouti, il a les mêmes chances qu'un étudiant français s'il est dynamique, s'il a envie de réussir, s'il prouve qu'il a déjà coté. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Ce sont des mots très intéressants et extrêmement pertinents que je relayerai personnellement ou ma collègue lorsqu'on ira voir des étudiants. Parce qu'effectivement, souvent, les jeunes étudiants s'appuient uniquement sur leur formation. Ils ne voient pas toujours l'intérêt d'une vie à côté, d'une vie associative. Oui, nous aussi, c'est le même problème. Des CV très classiques, voilà, formation, études, passion, et c'est lecture, cinéma, football. Alors c'est bien, mais on demande parfois un petit peu plus de précision, un peu plus de fondement. Tout à fait. Dire, mais s'ils aiment la lecture, quel type de lecture? Est-ce que c'est juste de regarder des BD? Ça peut être très bien. Moi, je n'ai rien contre la BD. Ça peut être une vraie passion, des choses, mais à ce moment-là, on a de la matière, on peut être capable de la défendre. Et pareil pour le sport, le football, c'est très bien, le tennis, c'est très bien, mais si en plus, par exemple, ils encadrent des jeunes dans un club, dans leur club, s'ils ont une expérience d'accompagnement des plus jeunes qu'eux, ou s'ils participent à des fonctions d'arbitrage, ça, c'est intéressant et valorisant dans un CV. D'accord, le côté personnel, c'est effectivement dans la masse, c'est celui qui sortira un petit peu du lot, qui vous intéresse. Tout à fait. Et c'est effectivement ce que l'on précise à tout le monde. J'ai peut-être mon collègue, Monsieur Oumalker Farah, qui voudra intervenir. Bon, voilà, on est entre nous, bien évidemment. Alors, on va glisser, voilà, ouvrir le micro, par contre. Il faudrait ouvrir le micro pour qu'on puisse discuter. Voilà, je pense qu'il y aura d'autres questions qui vont intervenir. Nous avons encore un petit peu de temps devant nous. Voilà, c'est bon. La parole est à La parole est à la Défense. Merci Olivier pour ton exposé. Et bonjour de Djibouti. Alors, il y a une question. Est-ce que pour les thèses, est-ce qu'il y a des sujets
qui ne seraient pas pourvus et sur lesquels le labo ou l'université serait à la recherche d'étudiants. Parce qu'à Djibouti, il y a, au-delà de l'université de Djibouti et son école doctorale, le centre d'études et de recherche de Djibouti qui bénéficie, qui permet chaque année à des étudiants de s'inscrire en doctorat en co-tutelle, soit avec le CERB, soit avec l'université de Djibouti. Voilà, d'où la question, est-ce qu'il y a des et comment ça se passe? Est-ce que l'étudiant doit définir son sujet de thèse ou est-ce qu'il y a des sujets prédéfinis? Alors, en sciences de la vie et en biologie en général, et tout ce qui va se rattacher à l'école doctorale sciences et ingénierie chez nous, en fait, la thèse est un appel à projet, quelque part. Et la procédure de recrutement des doctorants ne se fait pas par rapport au doctorant lui-même. C'est-à-dire que on lance, on présente le sujet de la thèse, le projet. En général, je vous conseille de contacter l'association Bernard Grégory. Hein. Sur le site de l'association Bernard Grégory, on a une ventilation de tous les sujets de thèse disponibles à l'instant T dans tous les laboratoires, en général en France et une partie en Europe. Sur le site de l'Europe aussi, on peut retrouver par rapport à l'appel à projet européen les différentes propositions de thèse. Mais effectivement, l'étudiant ne crée pas son sujet. Dans les thèses de sciences d'ingénierie, le financement de la thèse étant corrélé souvent à un programme qui a été financé par l'ANR, l'Europe ou autre, ou un partenaire industriel, hein, dans le cadre d'une thèse CIF, le projet de thèse, il est bouclé finalement en amont, et on va rechercher finalement un gestionnaire de projet, hein, quelqu'un qui soit capable de mener le projet, qui soit capable d'aboutir le projet d'un point de vue scientifique. Alors, au cours de la thèse, effectivement, le projet peut changer, mais on va proposer un sujet. Alors, moi, je le vois avec Saïd, hein, l'étudiant indien qu'on vient de recruter, on a proposé un sujet, mais il apporte sa dimension, sa façon de faire, son approche, et l'objectif sera le même. Voilà, c'est important, je conseillerais aux étudiants qui veulent faire une thèse d'aller sur les sites de type l'ADG, de type les différentes sociétés savantes, c'est important, les différentes sociétés savantes. Pourquoi les sociétés savantes sont au relais en fait des propositions de thèse, et de contacter ensuite le laboratoire en fonction de la proposition de thèse et de se mettre sur les rangs. Il y a une compétition effectivement pour les masters qui veulent rentrer en thèse. En gros, par exemple, nous, quand on a déposé le projet pour occuper notre doctorat indien, on a eu une quarantaine de candidatures. C'est très clair, merci. Et une question, est-ce qu'il y a des étudiants de Djibouti qui sont connus à l'université de Cergy? Alors moi, j'en connais pas, en tout cas dans la partie sciences et ingénierie, que ce soit avec le laboratoire de chimie, les laboratoires au sein de l'Institut des matériaux, hein, avec mes collègues des laboratoires de chimie, mes collègues des laboratoires de géosciences et tout, non, j'en connais pas. Alors il y en a peut-être effectivement plutôt dans la partie éco-gestion ou droit, il faudrait, mais je connais pas bien ces parties-là, je les connais indirectement en charge d'admission de transition sociétale, mais je me demande si on n'a pas, effectivement, il faudrait se renseigner si on n'a pas discuté du droit ou de l'éco-gestion. Mais en tout cas, dans les thématiques proches des miennes, hein, c'est-à-dire chimie, physico-chimie, biologie, géologie, matériaux, j'en connais pas. On avait une demande pour un master en énergie pontoise, mais effectivement, ce n'est pas vraiment votre domaine, donc on ne poussera pas la question là-dessus. Oula, il y a l'arsène. Voilà, il y avait une vidéo qui était passée en même temps. Voilà, comme ça, on est mieux. Voilà. Bon, en tout cas, le temps est presque écoulé. Monsieur le professeur, directeur, je ne sais pas comment, quel titre vous. Ah bon non, Olivier, hein, ça ira très simplement. Voilà, ce sera très simple. Voilà. Donc, on va quand même par respect. Bon, donc, en tout cas, merci d'avoir merci. le temps de votre
de votre explication. Je sais que vous avez été très pris, vous avez répondu vraiment comme ça sur un petit créneau de libre. Vous avez même, je crois, eu un rendez-vous pour pouvoir être présent. Donc ça, Là, on bascule sur le plan alimentaire territorial au niveau du département du Val d'Oise. Voilà, sur d'autres projets, c'est en tout cas très intéressant. J'espère que ça apportera pour les étudiants. En tout cas, il y avait des informations extrêmement pertinentes. Nous avons pris également des notes que nous pourrons retransmettre de façon informelle lors d'ateliers ou lorsque nous verrons même les étudiants de vis-à-vis. Et alors, pour vos étudiants, d'ici 2 ans, normalement, on va ouvrir une école du maraîchage. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez présenté. Une école de maraîchage à Bac+5 qui va être coportée par la ville de Cergy-Pontoise, l'agglomération de Cergy-Pontoise, l'université de Cergy-Pontoise, l'agglomération de Moulins et le lycée agricole du Bourbonnais. Voilà, donc là, ça peut être quelque chose. Donc, il faudra, d'ici à ce que ça ouvre, ne pas hésiter après à rentrer en contact avec nous. On fera de toute façon le relais auprès des étudiants, mais auprès des enseignants. Et l'idée étant effectivement de développer une école de maraîchage, parce qu'au niveau du Grand Paris actuellement, il y avait une tradition maraîchère qui disparaît, et l'aménagement de la plaine de Gonesse, le Stade de France finalement, autour de cet environnement-là, il y a un souhait, une volonté du président de la République d'intégrer finalement les productions vivrières proches des grandes métropoles, en répondant à des enjeux qui sont les enjeux effectivement de l'agenda 2030 et d'avoir une nouvelle technique de maraîchage qui soit en phase avec des variations très fortes de l'environnement. Ça pourrait être une thématique intéressante à développer dans un pays aussi aride que Djibouti. Tout à fait. Et le croisement des expériences nous intéresse beaucoup parce que, typiquement, j'en discutais avec mes collègues du lycée agricole du Bourbonnais, dans la Lille, les périodes de sécheresse récurrentes qu'on a besoin de savoir comment, dans d'autres pays qui sont déjà dans des conditions de sécheresse assez fortes, comment ils arrivent à s'en sortir, alors que nous, pour le coup, on découvre ce que c'est que la sécheresse. Tout à fait. Très bien. Donc, rendez-vous est pris pour les années à venir. Merci. En tout cas, pour nous serons là. Merci encore beaucoup pour votre intervention. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Et puis, en espérant effectivement que vous ayez par la suite plein d'étudiants, bien évidemment internationaux, et pourquoi pas. Au plaisir de recevoir des étudiants de Djibouti. Il n'y a pas de problème. Nous, on ne sera pas forcément bien évidemment responsables. Les étudiants sont responsables de leur choix et de leur volonté. Mais bon, maintenant, le focus est là, avec plein d'informations sur vos formations, sur vos 2 masters, et puis sur la recherche aussi. Ça peut être intéressant d'essayer de prendre le relais avec le CERN de l'université. Donc, nous serons là pour les accompagner, et puis pour le reste, d'être là pour les étudiants et continuer à les aider dans leur choix. Voilà, merci beaucoup Merci beaucoup. À très bientôt. Voilà. Merci beaucoup. À une prochaine fois. Et bonne fête de fin d'année, puisque je pense qu'on ne se reverra pas. Enfin, en tout cas, moi, Pierre et moi, je ne sais pas avec Stéphane, mais... On se verra par WhatsApp. On verra tout de suite, Stéphane, je pense. Voilà. Allez. Bonne journée à tous. Et merci beaucoup. Merci Olivier. Bye bye. Merci, au revoir.